Salut YouTube, je reviens parmi vous pour faire ce que j'aime le plus dans la vie, me plaindre. J'ai fait un petit top des choses que je détestais dans l'écriture. Et j'ai envie de les partager avec vous, histoire de voir si on a un petit peu la même vie ou si juste je suis un gros aigri. Ah oui, juste avant, j'ai enfin publié le 3e tome de la saga Mardas, intitulé La fille de l'aigle. Si vous souhaitez découvrir mon travail, le lien de la boutique est dans la description. Alors, le top, il est pas vraiment dans l'ordre, il n'y a pas de hiérarchie, je déteste tout au même niveau, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et on attaque tout de suite avec le numéro 1, le mot introuvable. Ah, mes lacunes en vocabulaire qui sont révélées au grand jour. On commence fort avec celui-là. Qu'est-ce que ça peut me saouler ça, putain. T'es là depuis 10 minutes, sur une phrase que t'as mis un quart d'heure à composer, pour faire un truc un peu joli, mais il te manque un mot pour terminer ta phrase. Ça peut être un adjectif, ça peut être n'importe quoi, mais c'est un mot en particulier qui est censé donner du sens à ta phrase. Et tu le connais au fond de toi, tu sais que le mot il existe, tu l'as déjà entendu quelque part, mais pas moyen d'en sortir une lettre. Ah, ça fait péter les plombs. Et t'as beau t'aider avec Synonymo ou tout autre dictionnaire de synonymes, des fois c'est pas suffisant. Le mot, il est dans ta tête. Il joue à cache-cache avec toi, tu crois que tu l'as sur le bout de la langue, et dès que tu penses l'avoir trouvé, en fait non, pas du tout. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Non mais s'il vous plaît, dites oui là, me laissez pas seul, parce que sinon je vais passer pour un mec qui connaît que 3 mots de vocabulaire. Non mais si vous voyez. Je pense que c'est pour ça que je suis très lent à écrire mes bouquins. Enfin, ça veut pas dire que ça m'arrive à chaque phrase, je connais des mots quand même, Tenez, regardez. Une table. Non mais je sais que c'est très impressionnant, mais c'est des années d'expérience. Et malgré ça, c'est vrai que, ouais, ça m'arrive quand même assez souvent. Ça m'arrive même de mettre un mot et de me dire « Ah ouais, il est bien celui-là, il correspond bien à ce que je veux dire » et en fait, ça veut pas du tout dire ça. Parce que ça, c'est ma solution. Enfin, c'était. J'ai arrêté maintenant, à l'époque. Et puis il y a pas encore si longtemps. Quand j'arrivais pas à trouver un mot en particulier, j'employais ce que je pensais être un synonyme. Un mot qui, à l'oreille, se rapprochait de l'intention que je voulais donner à ma phrase. Mais en fait, le mot en question, il n'a absolument pas le sens que je veux lui donner. Silence! Ou je fais éjaculer la salle maintenant, Voilà, c'est ça d'avoir arrêté l'école en 3e, Michael. Bah oui, tout se paye un jour. C'est pour ça que c'est important la correction, les gens. Parce que quand j'ai envoyé le tome 3 de Mardas à Marine, qui est une professionnelle dont c'est le métier de corriger, heureusement qu'elle était là pour me dire... Bon, alors j'aime bien les mots qui sont choisis, mais ensemble ça n'a aucun sens. Essaye plutôt ce mot-là à la place de celui-là. Et elle a sauvé mon roman. Si vous cherchez une correctrice, moi je vous recommande Marine. Elle est incroyable, son site est dans la description, allez-y, aucun regret. Les transitions. Alors celui-là, avis mitigé, j'aime et je déteste à la fois. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que je ne supporte pas de devoir écrire pour meubler entre différentes scènes pour pas que ça s'enchaîne trop vite. J'aime pas ça meubler, j'ai l'impression d'être à Ikea, c'est horrible. Alors pour expliquer, en gros, c'est quand j'ai plusieurs scènes bien différentes de prévues dans un chapitre avec les mêmes personnages. Les scènes, elles sont bossées, je sais exactement quoi faire, comment les terminer, etc., etc. Mais il faut bien les relier, ces scènes entre elles, pour que ça ait du sens. Il faut raccorder les fils là comme une toile d'araignée et faire en sorte que la transition entre la scène A et la scène B soit naturelle. Et c'est là en général que je passe les plus mauvais moments à l'écriture et aussi les meilleurs. C'est assez particulier parce que là, je dois improviser devant le clavier. C'est là où la partie jardinier va se manifester. Et j'adore improviser, c'est pas le problème. Mais ça me fait aussi très peur. Et je pense que ma lenteur d'écriture vient principalement de là. Parce que ma règle d'or en tant qu'écrivain, c'est de ne jamais écrire quelque chose qui ne me plaît pas ou qui m'ennuie. C'est pas parce que ce sont des petites scènes de transition qu'il faut les bâcler, les rusher ou s'en foutre complètement et on écrit ce qui vient au fur et à mesure. Ça pour moi c'est pas possible. Je vais prendre un exemple à la con là, juste pour illustrer comme ça. Mettons que mon chapitre commence sur, une plage. Donc j'ai prévu une scène sur la plage. Et disons qu'au milieu du chapitre, j'ai prévu une scène, je suis censé avoir une scène avec les mêmes personnages dans un village. Ça, c'est pour faire avancer l'histoire. J'ai besoin de ces 2 scènes qui sont censées se suivre. Le village, il est pas loin. En 1 heure de marche, c'est bouclé. Bon, il faut bien raconter le voyage entre la plage et le village, qui sont ce que j'appelle moi des checkpoints scénaristiques. Qu'est-ce qui se passe entre ces 2 points? Je pourrais faire une ellipse. Mais j'essaye d'éviter au maximum les facilités scénaristiques. Et j'évite aussi d'écrire des trucs du style « Ils marchèrent pendant 1 heure jusqu'à tomber sur le village ».
Non, ça, ça raconte rien, c'est pas intéressant, c'est autant faire une ellipse dans ces cas-là. Donc moi, ma méthode, ça va être... je vais éternuer. Attendez. Merci. Donc ma méthode, ça va être de... Au lieu de considérer cette phase de transition comme juste une transition, je vais plutôt me servir de ce moment de flottement pour raconter une histoire. Une petite. C'est souvent dans ces moments-là qu'on va essayer d'apprendre un peu plus à connaître les personnages. On va les faire discuter entre eux, pas du scénario. Juste des petits échanges comme ça qui sont réfléchis un minimum, mais qui peuvent être à but humoristique, comme c'est souvent le cas dans la saga Mardas, qui servent à alléger un petit peu l'histoire. Ça permet aussi de raconter du background, du lore. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut même être aussi une péripétie complètement à part, isolée, avec des ennemis, du danger, tout ça. Moi, ce que j'aime faire, c'est ça. C'est carrément écrire des mini-aventures dans ces phases de transition, qui amènent à la fin au checkpoint scénaristique. Donc là, en l'occurrence, ce serait le village. C'est aussi à cause de ça que mes romans font 600 pages. Mais voilà, ça c'est pas prévu à la base, ce sont des choses que je travaille comme ça au fur et à mesure de l'écriture. C'est juste que j'aime pas faire balader mes personnages comme s'ils étaient en randonnée. Alors des fois je vais peut-être juste écrire une petite scène rigolote, peut-être 3-4 paragraphes maximum, qui va combler en fait le pseudo-voyage. Des fois c'est suffisant, il n'y a pas besoin de faire un mini-roman dans le roman, du moment en fait qu'on n'a pas cette impression de rush. Et par moment, bah oui, je vais péter un câble et je vais carrément les envoyer dans une aventure secondaire qui va durer 5-6 pages, et qui les fera atterrir là où ils sont censés être après du coup pour la suite du scénario. C'est un peu l'équivalent des épisodes filler dans les séries, vous savez, les épisodes qui ne font pas avancer le scénario mais qui sont là justement pour empêcher l'histoire de progresser trop vite. Bon, des fois c'est un peu abusé, hein, c'est chaud. Mais c'est un petit peu l'idée, ça étoffe un peu le roman et ça permet de creuser un petit peu plus les relations. Un roman où les personnages ne font que parler du scénario, un roman ou un film hein, d'ailleurs, peu importe, je vous jure que en fait tu ne peux pas t'attacher à eux, c'est trop chiant, c'est relou. C'est la quête tout le temps. Non, donc du coup je me sers de ces petites phases de transition qui sont anodines, je me sers de ça pour étoffer un peu plus les personnages. Mais voilà, c'est comme tout, il faut savoir doser après. Hein. Et j'adore ces petits moments d'improvisation, c'est vrai, même si des fois bon ça me fait peur, mais en même temps j'aime pas ça parce que ça me bloque dans le chapitre. Et à cause de ça, je vais mettre un mois et demi à terminer le chapitre. Donc voilà, un peu relou. Être en condition. Oh non, c'est lui le pire. C'est lui le pire. Ouais, finalement, il y a une hiérarchie. Ouais. Je vais changer ma réponse, c'est à cause de ça que je suis lent pour sortir mes romans. Carrément. Se mettre en condition pour écrire. Moi, vous savez, j'ai besoin d'un mood particulier. Je peux pas arriver comme ça, me mettre sur le PC et me dire « je vais écrire le meilleur chapitre de mon roman ». Chez moi, ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. Il y a tout un processus émotionnel et créatif qui doit s'installer en moi et me dire, pour me dire « c'est le moment, c'est là, vas-y, là tu peux écrire ». Et des fois, ce moment-là, il vient pas. Hein, et toi, tu veux écrire, tu dois écrire. Mais y a rien, t'es pas en condition, tu penses à trop de trucs, ton environnement il est pas assez confortable, il y a des distractions partout, t'es pas assez au calme, et parfois, juste t'as pas envie quoi, tout simplement. Alors maintenant, moi j'ai arrêté de forcer le truc, hein, je laisse l'histoire venir à moi, et j'écris quand je me sens prêt. Mais avant d'être prêt, c'est infernal, parce que moi je veux avancer mon histoire, je veux boucler mon chapitre, et j'ai besoin d'être émotionnellement... Je vais encore éternuer, putain. Non ? Oui ? Tu m'as interrompu dans ma phrase pour rien. Je suis pas d'accord, hein. Éternue. Il m'a feinté. Le bâtard, il m'a feinté. Putain, je disais quoi du coup Attends, je parlais de quoi? Ah oui, les émotions. Oui, donc je disais que j'ai besoin d'être émotionnellement ouvert pour pouvoir composer avec tous les personnages. Et en fait, moi, c'est ça qui me bloque le plus. C'est que je sais que je vais devoir solliciter beaucoup d'émotions différentes en moi pour travailler. Et il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres, hein, on reste quand même des humains. Il y a des jours où je suis complètement fermé et il n'y a rien qui vient. Ou d'autres jours, mes émotions ne sont pas en accord avec la scène que je dois écrire. Mais je sais que certains, là, parmi vous, là, vous avez ce super pouvoir d'écrire en toutes circonstances. N'importe où, n'importe quand, sur n'importe quoi. Typiquement, ce qui revient le plus, c'est dans les cafés, ou à l'extérieur, dans un parc ou sur une plage, vous y arrivez. Moi, c'est pas possible. Moi, pour écrire, j'ai vraiment besoin d'être dans un environnement où je me sens en sécurité à 100% et où rien ne peut venir perturber ma session. Et à part mon appart, y a rien. Dans un café,
je serais beaucoup trop distrait et en alerte à cause des bruits ambiants, des discussions, des mouvements perpétuels de gens qui entrent, qui sortent, qui te frôlent, qui tournent autour. Bref, c'est trop pour moi. Et ça, je sais que à cause de ça, je pourrais pas me sentir bien et apaisé pour écrire. Moi, j'ai vraiment besoin d'être dans une bulle où il n'y a plus que moi et mon œuvre. Et d'ailleurs, il y en a chez eux, ils font des petits setups avec des bougies, de l'encens, un paquet de biscuits, du thé, du café, une invocation de Satan pour se mettre bien, pour se motiver, pour se lancer, pour se mettre dans le mood. Moi, en général, c'est la musique. J'ai pas besoin de tout ça, juste la musique, ça suffit. J'ai besoin d'une musique pour écrire. Pas forcément des musiques précises, hein, ça peut être des musiques d'ambiance pour me mettre dans le mood de ma scène. Par exemple, j'utilise beaucoup de l'ASMR de pluie ou de forêt avec du vent dans les arbres. La mer, la plage, un champ de bataille avec les bruits des épées qui s'entrechoquent, c'est génial. Moi ça j'adore, ça m'aide beaucoup pour l'immersion. Mais c'est vrai que pour entrer dans mon processus créatif, c'est vraiment très chiant, ça prend des plombes. Suivant, qu'est-ce que j'ai écrit ensuite ? Quoi ? L'idée qui est meilleure que celle déjà présente mais qui change tout le texte. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai écrit comme connerie encore là ? Ah putain oui. Oui, en gros, le changement de scénario dû à une nouvelle idée en cours de route, mais qui va nous obliger à repasser sur les 200 pages derrière pour que ça colle. Alors bon, en général, on évite. Mais quand l'idée est vraiment très bonne et qu'elle nous inspire encore plus que la première, bon qu'est-ce que tu veux faire ? C'est l'heure de souffrir. Et ça, autant je l'ai pas trop expérimenté avec les 2 premiers tomes de Mardas, autant avec le 3e, là j'ai compris ma douleur. Je vais pas revenir sur toutes les péripéties que j'ai eues, hein, mais d'ailleurs, je tiens à rappeler que le 3e tome de la saga Mardas est disponible sur Amazon et sur ma boutique si vous souhaitez avoir une dédicace et un petit mot dedans. Donc je disais que c'est vrai que ce 3e opus m'a beaucoup challengé à ce niveau-là, et j'ai eu ce cas-là plusieurs fois durant l'écriture où, arrivé à un certain nombre de pages, j'étais bloqué, et pour débloquer le roman, j'avais besoin d'une nouvelle idée. Et très souvent, cette idée m'obligeait à revenir en arrière. Et c'est pour ça que ça a été en partie très tumultueux. Même si là, à la fin, j'en suis très satisfait. L'histoire, elle est impeccable, elle est exactement comme je voulais. Au final, je regrette rien du tout. Sur le moment, tu passes pas un bon moment. Et souvent, on en parle en live. On en parle, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. De changer d'idée en pleine écriture. Mais moi, je vous le dis, les gars, vous savez quoi ? Si à vos yeux, l'idée est meilleure et qu'elle vous fait vibrer plus que la première, il n'y a même pas à débattre, foncez. Le but, c'est quand même d'écrire une histoire qu'on aime avant tout. Ce serait quand même dommage de passer des années à écrire une histoire, mais avec plein de regrets, parce qu'on aurait aimé faire ça, mettre telle intrigue, tel personnage. Oui, ça prendra sûrement plus de temps à être publié. Mais c'est pas grave. Quoi, vous êtes pressé ? On s'en fout. Au moins, vous serez fiers de votre histoire. Bon, par contre, si vous avez déjà écrit 600 pages et qu'à la 601ème, il y a une nouvelle idée qui implique de tout recommencer, bon, on va garder ça pour le prochain tome, hein ? Tant qu'à faire. Non, parce que bon... Ensuite, c'est quoi que je déteste ? Les descriptions ! Oh, c'est vrai que c'est chiant, la description. Non, mais en vrai, c'est comme tout, faut doser, hein. Et puis non seulement il faut doser, mais il faut aussi décrire de façon intelligente et pas sous forme de liste de courses. Quand on décrit un personnage, par exemple, la pire chose qu'on pourrait faire pour le décrire, ce serait de dire « Il a les cheveux courts, un nez rond, des petits yeux, de grosses oreilles et une petite bite. » On va éviter parce que c'est pas agréable à lire. Faut mettre de la poésie là-dedans. Faut jouer avec l'environnement et le faire interagir avec le personnage. Par exemple, je sais pas moi, un truc à la con, genre pour parler de ses cheveux... Au lieu de dire « Il a les cheveux blancs », tu peux commencer ta phrase en... Je sais pas moi, en faisant intervenir une petite brise qui va faire soulever quelques mèches blanches. Non mais on a l'information qu'il a les cheveux blancs. Et vous avez capté. Faut être ingénieux dans les descriptions et pas être trop frontal. Faut jouer la subtilité pour faire passer certaines informations, mais ça après c'est... Mais c'est vrai que des fois c'est relou parce que t'as une image bien précise en tête, t'as un décor particulier mais tu trouves pas les mots pour le décrire. Ou alors tu vas trop en faire parce que tu veux vraiment imprégner ce que tu as en tête dans la selle du lecteur. Quitte à ce que ça casse complètement le rythme de ta scène,
Surtout si on est dans un dialogue ou dans une scène d'action ou d'intensité dramatique assez élevée. Alors il y en a qui sont très doués pour faire ça, pour décrire. D'autres c'est un petit peu leur bête noire. Moi j'avoue que ça dépend. Des fois, je me sens un peu obligé de décrire des trucs pour maintenir un certain rythme de lecture. Et des fois je suis en mode... non mais c'est bon, tout le monde sait à quoi ça ressemble une porte. L'astuce pour les descriptions, c'est cadeau. C'est de pas donner trop de détails, justement. Mon point de vue là-dessus, c'est que peu importe ce qu'on va écrire, chacun, là je parle des lecteurs, chacun aura un film différent dans sa tête. Donc c'est pas grave si la pièce qui est censée être ovale ne l'est pas dans la tête du lecteur. On s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il comprenne l'atmosphère qui se dégage de la pièce. C'est là-dessus qu'il faut appuyer. Que les rideaux soient bleus, verts, jaunes, en satin ou en pierre, on s'en fout complètement. Par contre, que les rideaux sentent une odeur un peu particulière, qu'ils soient recouverts d'entailles et de vieilles taches de sang séchées, déjà ça raconte quelque chose. C'est déjà un peu plus intéressant. Les couleurs, la forme et le tissu, le lecteur peut s'en passer. On peut le mettre, on peut le garder, mais dans l'absolu, c'est pas essentiel. De toute façon, je vous le dis, il y a de grandes chances pour qu'il s'imagine quelque chose de complètement différent de ce que vous aviez en tête. Mais ce qui s'en dégage, ça c'est important. Après ça, c'est ma vision du truc. C'est comme ça que je bosse les descriptions. Et au même titre que les dialogues, ça fait partie de la plume de l'auteur ou de l'autrice. Et moi, je suis pas pour qu'on touche à ça. Si vous avez envie de passer 3 pages à décrire la mousse d'un arbre, faites-le. Moi, ça va me casser les couilles. Mais par contre, jamais je vous dirai que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tolkien, c'est un très bon exemple. Le Boog, il passe sa vie à décrire des forêts. Il y en a, ils adorent. Pour d'autres, c'est imbuvable. C'est sa plume. On accroche ou pas. Encore une fois, ça reste votre œuvre. C'est vous l'artiste. Vous la façonnez à votre image, telle que vous l'imaginez. Ok, je me suis bien plaint là pendant combien de temps je suis j'allais dire en stream, en tournage. Ça fait 40 minutes que je filme. Sur quoi je pourrais me plaindre? Vous savez quoi? Je vais demander à la commu ce qu'elle en pense. D'ailleurs, j'ai une question. Une question de la plus haute importance. Et tout le monde est invité à répondre, puisque ça apparaîtra dans la vidéo YouTube. En fait, j'aimerais bien savoir, selon vous, qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout dans l'écriture? Les relectures, la réécriture. Ah, j'avoue, la réécriture. Ah, j'avoue. Ah, je l'ai pas mis dans ma vidéo, ça. Quand mes mains vont trop vite pour le clavier et que du coup, j'écris n'importe quoi. Devoir suivre des règles préétablies alors que plein d'auteurs qui marchent ne les suivent pas. La correction et le fait que les gens fouillent mes carnets où j'écris tout mon univers. Ah, ça, j'avoue, non, c'est relou. Ah non, les carnets, c'est personnel. Les carnets, on touche pas. Personne regarde. Attends, le top 5 de Benji. 1. Utiliser des mots. Utiliser des lettres. La correction. Commencer à écrire. Mec, je valide ton top. Je le remets ici au cas où. Perdre la concentration ou être interrompu quand je suis enfin immergé. Putain, ça j'avoue, ça j'en parle dans mon top à moi. Ça en fait partie, enfin ça se rejoint. Alors Shadora, c'est très spécifique et quand j'en parle, les gens pensent que je me la pète. Mais tant pis. Quand j'écris en français, que la phrase parfaite ne me vient qu'en anglais et inversement. Et je peux jamais parfaitement traduire la phrase pour retranscrire ce que je veux dire. Merde, un jour j'écris un bouquin en franglais. Fuck it. Alors moi je te juge pas, je connais ce problème. Je l'ai un petit peu. Ma chérie a beaucoup aussi ce problème parce qu'elle aussi, elle parle tout le temps en anglais. Donc des fois, elle a des mots que en anglais. Elle a oublié le mot en français. Elle a que le mot anglais. Donc je relate. Tu vois. Quand tu imagines un dialogue parfait sous ta douche et quand tu te retrouves devant ta feuille, tu t'en souviens plus. Arriver enfin à la scène qui a déclenché tout le reste de l'histoire dans sa tête, celle qu'on l'attend depuis le début et rien, le vide intersidéral. Ça, c'est terrible. Les noms propres, c'est un enfer. C'est vrai, vous trouvez que trouver des noms, c'est chiant? Moi, j'aime bien. Et vous aussi, dans les commentaires là, parce que vous faites aussi partie de la commu. N'hésitez pas, balancez tout ce qui vous vient, tout ce que vous détestez dans l'écriture. Allez-y, lâchez-vous, dites du mal de l'écriture. Faites-vous plaisir. J'ai hâte de lire ça avec du popcorn. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, des bisous, ciao.